Dans cette vidéo, je te parlerai des devoirs de marchand de biens, en tout cas certains d'entre eux, ainsi que mon projet de marchand de biens. Je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne, qui est la mienne également, YBA Courtage. Je me présente, je suis ton humble serviteur, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également marchand de biens et investisseur à titre personnel. Et cette chaîne, elle n'a qu'un but, c'est de te pousser à te lancer dans tes projets concrets. Donc qu'une seule règle, c'est de passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, pas besoin de faire du voyeurisme, s'il te plaît, passe ton tour. Mais au cas contraire, si tu as prévu d'être un ambitieux et de te lancer dans des projets pour l'année 2023 et les années qui suivent, bah t'es bienvenu. Donc abonne-toi, fais-toi plaisir et agrandis cette famille qui ne cesse de grandir. Et d'ailleurs, je vous en remercie énormément. Mon ambitieux, comme tu peux le voir, on est sur un autre décor aujourd'hui. On est donc du coup sur le projet auquel je participe en tant que marchand de biens et on est sur une étape qui est longue, cruciale à la fois aussi. Et ça, je vais te la donner donc en 3 points. Je vais essayer de te la donner en 3 points. Longue et cruciale, pourquoi ? Longue parce que si tu regardes mon autre vidéo que je vais te mettre en haut ici, si je ne me trompe pas, tu verras que ça n'a pas l'air d'avoir énormément avancé, mais c'est crucial parce qu'il y a des étapes que tu dois respecter en tant que professionnel. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on va en parler aujourd'hui et on va également parler de mon chantier et de savoir où on en est concrètement. Alors, ces étapes qui sont importantes et cruciales, clairement, je les ai apprises à travers le glaive, si je peux le dire autrement, en devenant forgeron. Sur les derniers projets que j'ai faits en tant que marchand de biens, il nous est arrivé de l'expérience, je vais le dire comme ça, et ça m'a permis de pouvoir encore mieux centrer et encore mieux manier les projets sur lesquels je suis actuellement et ce que j'envisage de faire, ce qui arrive bientôt et j'espère avoir le plaisir de pouvoir te les présenter bientôt aussi également. Pourquoi je te dis ça ? Pour plusieurs raisons, mon ambitieux. C'est que la première chose, c'est que si tu souhaites te lancer en tant que professionnel, et d'ailleurs c'est le but de cette vidéo, c'est aussi de te donner quelques tips qui vont te permettre de pouvoir t'intéresser encore plus au métier de marchand de biens. Mais là, juste avant, je réalise que je t'ai pas dit qu'est-ce que c'était un marchand de biens. Donc, j'aime toujours bien remettre tout le monde au même niveau. Donc, concrètement, un marchand de biens, c'est un professionnel qui achète des biens dans un certain état, qui les rénove ou qui les divise pour les revendre à des particuliers ou des professionnels. Et l'objectif, ce n'est pas de faire donc de la plus-value, comme on le dit en tant que particulier, mais plutôt de faire de la marge, parce qu'on est sur une société, tout simplement. Donc, définition faite par rapport à l'activité de marchand de biens. Il y a certains points qui sont hyper importants à prendre en compte et je me suis dit qu'il était important, tu sais, mon intérêt et mon envie toujours de vouloir partager des tips que j'ai au quotidien, des situations que je peux t'amener à vivre et c'est aussi le but de cette chaîne, c'est comme ça qu'elle grandit et qu'elle vit. Aujourd'hui, lorsqu'on vend en tant que professionnel, on a des droits mais on a aussi des devoirs. Les devoirs, dans un premier temps, on va parler de ceux qui sont plus dérangeants, c'est de ne pas faire de vices cachés, donc de ne pas vendre un bien en omettant des informations qui pourraient compromettre la vente. Ça, c'est hyper important en tant que professionnel, même en tant que particulier, mais ça se montre beaucoup plus facilement en tant que professionnel car tu es censé être le sachant. L'autre devoir que je vais pouvoir te donner, il y en a plein d'autres, mais l'autre devoir que je vais pouvoir te donner, c'est de pouvoir proposer des travaux qui sont sains, garantis à être dans les normes actuelles au moment où tu fais les travaux. Donc que ce soit l'électricité, la plomberie, peu importe ce que tu fais, en réalité, il faut que ça soit dans les normes, tout simplement, parce que tu vends en tant que professionnel. Et c'est de là, en fait, que vient, on va dire, l'arrêt de la pause du chantier actuel. Comme tu as pu le voir sur l'autre vidéo que je t'ai faite, qui est en lien avec ce projet-là, les murs, je pense que tu les vois à travers la vidéo, les murs étaient poreux, les murs étaient absorbants, très absorbants, voire même, tu ne peux pas imaginer à quel point il fait froid au moment où je te parle alors qu'il fait assez bon à l'extérieur. Je pense qu'il y a 4 degrés de moins facile à l'intérieur ici parce qu'il y a une humidité ambiante qui se fait qui est dans le bien en fait et dans la pièce malgré qu'elle ne soit pas chauffée. Donc du coup, la première étape était de comprendre et de savoir le degré d'humidité, les matériels qui étaient utilisés
pour l'appartement, le type de matériel qui était utilisé pour isoler les pierres à l'époque. Là, on est dans une grange. Et ça, c'est un détail qui est hyper important parce que les constructions qui sont faites de type grange, sur le principe, à l'époque, n'avaient pas pour objectif de devenir des maisons. Donc ça veut dire que le PLU, qui te permet de pouvoir faire le plan local d'urbanisme, qui te permet de pouvoir faire des transformations de biens, a évolué plus vite que la qualité des matériaux qui étaient utilisés pour une grange. Dans une grange, c'est du bétail qui est emmagasiné à l'intérieur, et en réalité, on s'en moque de mettre de l'isolation pour du bétail. D'accord ? On s'en moque du type de ciment, de sable qu'on va utiliser pour pouvoir faire les briques, pour pouvoir monter les murs, etc., etc. Tous ces points-là sont hyper importants. Au final, quand tu démarres ton projet de marchand de biens, en tout cas là, je l'ai vu aujourd'hui, et même si en vrai, tu ne démarres pas ton projet de marchand de biens, également si tu décides de rénover une grange, à titre personnel, c'est un élément qui est hyper important. Pourquoi c'est hyper important ? Pour la simple et bonne raison que de là va en découler les travaux que tu vas faire. Nous, en l'occurrence, on est sur des matériaux qui sont très poreux, d'accord ? Matériels qui sont très poreux, excuse-moi. En un. En deux, c'est des matériels qui n'étaient pas adaptés à une transformation pour une habitation, d'accord ? C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont poreux. Le sable qui a été mis, ce n'était pas un sable qui permet de faire un ciment de qualité et plein d'autres choses encore derrière. Donc ce qui amène quoi, mon ambitieux ? Ce qui amène une grosse humidité, concentration d'humidité, de fraîcheur, et j'en passe dans le bien en fait, tout simplement. Et ce qui va anéantir tous les travaux de qualité que tu vas être amené à faire. Pour la simple et bonne raison que peu importe le placo hydrofuge que tu vas être amené à mettre, s'il y a de l'humidité, dans très peu de temps, tu vas le voir à travers les murs, en fait, tout simplement. Donc là, déjà, c'était le premier point que je suis en train de t'établir. C'est-à-dire que l'antériorité de ton bien immobilier va avoir une incidence sur ce que tu vas faire et la manière dont tu vas rénover ton bien. Attention, que ce soit en particulier ou en tant que professionnel, mais encore plus en tant que professionnel, à ne pas rénover un bien de manière systématique, de la même manière, que ce soit un bien, que ce soit une grange, que ce soit un ancien appartement, etc., etc. Non, ça c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment faire attention parce que là, on va taper à l'étape numéro 2, et je te parle vraiment en tant que professionnel, les conséquences qu'il aurait pu avoir de faire une rénovation simple. Donc comme je te le dis, on aurait pu faire une rénovation assez classique, isolant, placo, bande, peinture, l'histoire elle est calée. D'accord ? Et bien sûr, répartition des pièces. Le problème, c'est qu'en faisant ça, je m'expose à ce que mon acheteur revienne vers moi, non pas pour un vice caché, parce qu'on n'est pas sur quelque chose de caché, hein. Le travail a été fait, mais il n'aura pas été très bien fait. D'accord ? Mais il pourrait revenir vers moi plutôt en me disant aujourd'hui, ça fait 6 mois, 9 mois, 1 an que la rénovation a été faite, mais je vois des dégâts déjà et me les montrer en photo. Et le problème, mon ambitieux, c'est que tu garantis certains travaux lorsque tu fais de la rénovation avec une certaine durée. D'accord ? Les travaux de type peinture sont garantis 1 an. Ça signifie que lorsque tu vas vendre ton appartement, le propriétaire peut venir vers toi au bout de 9 mois et te dire voilà, aujourd'hui la peinture a cloque, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on est sur une perte d'argent, une perte de temps et bref, il n'y a que des mécontents à la fin et c'est vraiment pas ce que je souhaite, en tout cas dans mon activité de marchand de biens. Et c'est pour ça que je te dis et je te le redis qu'il est important de réfléchir à la manière dont tu vas essayer d'anéantir le problème et les matériaux qui ont été utilisés, matériels qui ont été utilisés avant ta rénovation. Donc le premier point pour que je puisse être le plus clair, c'était de parler donc de l'antériorité, de quel matériel il s'agissait lorsque tu es venu dans le bien, d'accord ? Sur de la rénovation en tant que particulier ou en tant que professionnel. Le deuxième point, là je parle plus aux professionnels, c'est de se dire attention, lorsque je décide de faire de la rénovation, j'ai un devoir de garantie et de sainteté des travaux en fait, que je suis amené à faire. Ce n'est pas parce que j'ai vendu, ça y est, l'histoire elle est réglée. S'il y a un problème d'électricité, je ne te parle pas d'une ampoule, mais s'il y a un problème d'électricité au niveau du compteur, etc., il y a une certaine garantie par rapport à un certain nombre d'années ou de mois sur lesquels ton acheteur peut revenir vers toi. Okay ? Mon ambitieux, tu n'imagines même pas à quel point il caille. Je te jure, mes mains sont en train de geler. Juste pour ça, balance-moi un pouce, s'il te plaît. Je ne peux même pas faire le geste tellement que j'ai froid. En tout cas, si la vidéo, pour le moment, elle te plaît, partage-la, s'il te plaît, réellement. Je ne te parlerai pas du vice caché dans cette vidéo parce que pour moi, c'est une notion juridique
et il y a de la jurisprudence là-dessus, et il y a tellement de détails que ce ne serait pas pertinent de la sortir de son contexte. D'accord? Là, on va parler vraiment de choses concrètes. Comme tu peux le voir, là, on est vraiment dans le concret. L'appartement, il est hyper brut. Il y a les rails qui sont à peine posés. Je te parle de ce que je connais en réalité. L'autre point, c'est du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Face à cette situation-là d'humidité, de porosité des murs et des matériels qui sont utilisés pour pouvoir faire les fondations de ta maison, donc du coup, les murs porteurs et tous ces points-là. D'ailleurs, petite parenthèse, je t'ai parlé d'une année pour des travaux de type peinture, mais par contre, sur des travaux qui parlent des fondations, des murs porteurs ou autres, là on est sur 10 ans, d'accord? On est sur des décennales, des garanties décennales. Et ensuite, je vais te parler de ton droit également derrière. Donc là, concrètement, l'objectif, il a été assez simple, ça a essayé de rendre imperméabilisables du coup les murs qui ne l'étaient pas du tout à l'époque, d'accord? Je regarde dans cette direction-là, j'espère que tu vois la couleur des murs. Ils ont pu changer, il y a du ciment maintenant qui est vraiment posé sur le mur. D'ailleurs, on va continuer la vidéo comme ça va être beaucoup plus simple. Ça va me permettre de pouvoir t'expliquer et de montrer. Donc là, avant, il y avait un semblant de mur de pierre qui était ici. Aujourd'hui, maintenant, mélangé à plein d'autres choses. Aujourd'hui, maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un produit de cuvelage en fait, qu'on utilise également pour les piscines, de manière à pouvoir faire en sorte, une sorte de ciment de cuvelage, de manière à faire en sorte que ton extérieur, l'humidité extérieure ne puisse pas rentrer à cause de la porosité ou ne puisse pas remonter à travers les remontées capillaires qu'il pourrait y avoir. Et ça permet de faire quoi? Ça va permettre de pouvoir protéger la laine de verre. Parce que ta laine de verre, si elle est en contact avec l'humidité, tu ne lui laisses pas un an. Et au bout d'un an, ta laine de verre, elle ne ressemble plus à rien. Elle est moisie et elle ne fait plus du tout son travail d'isolation. Sans parler de l'électricité, mais bon, toutefois, l'électricité, normalement, est censée être protégée par des gaines. Donc en réalité, il n'est pas censé avoir de gros problèmes par rapport à ça. Là encore, on a la chance d'être chauffé en dessous. Ok? Ce n'est pas toujours le cas lorsque tu es en rez-de-chaussée, c'est même pire d'ailleurs. Voilà concrètement ce qu'on a fait par rapport à ce problème-là. Et bien sûr, il faut laisser sécher derrière. Et soit tu laisses sécher de manière naturelle, soit tu laisses sécher avec un dispositif de chauffage. Toutefois, ça peut être sec au début. Là, je ne suis pas un professionnel du ciment, donc je laisserai les professionnels parler en commentaire derrière. Mais il y a plusieurs couches de ciment qui doivent sécher. Et en fonction du temps et de l'humidité qu'il peut y avoir dans l'endroit où tu vas mettre et appliquer ton ciment, la sèche peut être beaucoup plus longue que prévu. Là, les rails sont posés concrètement. Je te disais, on peut encore le voir derrière sur la vidéo, les rails sont posés. C'est hyper important parce que ça va créer tout simplement tes pièces. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les rails, c'est sur ça qu'on va pouvoir déposer les murs en placo et donc derrière, après, créer les pièces tout simplement. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire une chambre de 9 mètres carrés, point barre, loi Carrez, d'accord? Elle sera plus en surface plein sol, mais en loi Carrez, ça sera à 9 mètres carrés. Et puis, je vais te laisser découvrir le reste parce qu'il y a eu du changement entre-temps, mon ambitieux. Et j'espère avoir le plaisir de te le faire découvrir assez rapidement par rapport à ça. On arrive sur les derniers points, mon ambitieux, et on parle des droits. Tes droits en tant que marchand de biens, ils sont assez simples. C'est de demander, lorsque tu ne fais pas tes travaux par toi-même, à ton artisan de vérifier son assurance, mon ambitieux. Vérifie son assurance, vérifie qu'il soit assuré, mais pas assuré n'importe comment. Il faut qu'il soit assuré auprès d'une assurance qu'on appellera une assurance qui n'est pas exotique. D'accord? Les assurances exotiques, c'est des petites assurances qui ne participent pas au fonds mutuel de garantie. Et ça, même en tant que particulier, je t'invite vraiment à le faire aussi également. Ok, moi je suis artisan, je suis marchand de biens plutôt. Je demande à un artisan de venir faire les travaux. Cet artisan fait les travaux et 5 ans après, parce qu'on a touché à la bâtisse, il y a un problème. Le vendeur vient me voir en me disant il y a un problème. Moi tranquille, je suis assuré. Donc je me retourne auprès de mon artisan. Mon artisan, il était assuré également auprès d'une assurance X. D'accord? Cette assurance-là, elle a fermé et elle n'a pas participé au fonds mutuel de garantie. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se passe que ton artisan, vu que cette assurance-là, elle a fermé boutique, il n'est plus assuré. Donc malgré que toi, tu aies tout fait dans les règles, malheureusement, ça va être à toi de rembourser les dégâts et ton assurance ne pourra pas te suivre. Et
Je t'en parle avec certitude parce que c'est des points que j'ai fait avec mes juristes et ils m'ont confirmé ce point-là. Ça veut dire qu'en partant avec un artisan qui n'a pas une garantie décennale comme tout le monde normalement tous les artisans ont une garantie décennale dès lors qu'ils font des travaux importants, d'accord? Mais qui n'ont pas d'assurance, qui participent au fonds mutuel de garantie, il faut que tu te dises que tu as une épée de Damoclès pendant 10 ans. Si tu as fait des travaux qui touchent sur la bâtisse, pendant X années, si tu n'as pas fait de travaux qui touchent à la bâtisse, mais autres, d'accord? Et ça, c'est pas viable. Que tu sois en tant que professionnel ou même en tant que particulier, c'est pas viable du tout. Donc mon ambitieux, j'espère que tu l'auras compris, ton droit, c'est de vérifier la garantie, les assurances, excuse-moi, de ton artisan. Demande-lui avant de démarrer tes travaux, vérifie l'assurance, sois certain qu'elle participe au fonds mutuel de garantie. De cette manière-là, tu peux être tranquille en te disant, ok, peu importe, même si cet artisan-là ferme boutique, même si l'assurance a ferme boutique, dans tous les cas, son assurance, ça sera là. En tout cas, le fonds mutuel de garantie sera là pour me protéger en cas de pépin. Mon ambitieux, j'espère que tu as kiffé la vidéo, d'accord? Je te l'ai fait dans la souffrance, je t'assure, il fait trop froid ici, donc je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps. Toutefois, j'espère qu'elle t'aura vraiment plu et si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à la partager comme vous le faites de plus en plus. Et encore, merci à vous. Que ça serve à quelqu'un, surtout si vous ne passez pas à l'action. En tout cas, ça puisse servir à quelqu'un qui, lui, passera à l'action. Ambitieux, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former.